Oui, vous disiez donc sur le fait qu'on vous a laissé innover, prendre des risques. Oui, j'ai eu cette chance. Voilà. Dans mon métier, j'ai toujours cherché à innover. Oui. Et pour innover, il faut avoir la liberté de le faire. Oui. Et mes patrons m'ont laissé cette liberté, m'ont fait confiance. Et on a obtenu des bons résultats quand même. Donc, dans tous les domaines de la vie, Oui. je suis persuadé qu'on peut progresser à partir du moment où on a la liberté de le faire. Ça, c'est essentiel. D'où le problème des règlements. D'où le problème des règlements. Un règlement contraignant, Oui. très contraignant, occulte la liberté. Il faut faire quand même appel à l'imagination, mais dans les contraintes. Et ça génère des véhicules de course identiques en image et en performance. Ce qui prive. D'où un certain ennui. Hein, l'ennui naît de l'uniformité, quoi. Oui. En gros, c'est ça. Ouais. On en vient un petit peu à... après, c'est bien philosophique, mais un petit peu à même 1984, quoi. C'est-à-dire que tout se ressemble. Après, il y a un appauvrissement de la technique, ou même de la langue dans 1984. Enfin, il y a un appauvrissement des possibilités, quoi. Au départ d'une œuvre, Oui. d'un projet, ce qui compte le plus, c'est l'imagination. L'imagination, c'est l'idée qu'on se fait ou d'un véhicule ou d'un objet d'art, ou que ce soit un tableau, une sculpture. On se forge une idée. C'est ça le plus important. Et il faut se dépêcher de concrétiser. Parce que les bonnes idées s'évaporent très vite. Donc il faut concrétiser le plus vite possible. Parce qu'après, si vous ne le faites pas, ben, c'est place à l'ennui. Vous oubliez, vous n'avez plus cette énergie. Donc, première chose, dans un métier de création, il faut avoir les moyens de concrétiser le plus vite possible. Alors moi j'ai eu cette chance. On m'a laissé un petit peu la bride sur le cou pour m'équiper en hommes et en matériel, et pour pouvoir concrétiser une belle carrosserie de voiture, et de faire en sorte que la marque Peugeot, puisque je travaillais pour Peugeot, ait des succès qui lui permettent d'être au top de l'automobile du moment. C'est comme ça que ça s'est passé, et je le dis en toute simplicité, je remercie les gens qui m'ont fait confiance. C'est très important, la gratitude. Est-ce que vous pouvez vous présenter justement pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Bon, bah, écoutez, présentation très simple. Hein. Bon, je m'appelle Gérard Velter, je suis né en 1942, ici même à Torigny. J'affectionne beaucoup ce petit coin à côté de Paris, là, la Seine-et-Marne me convient parfaitement. J'ai passé la totalité de ma carrière, et ça c'est un peu exceptionnel, au sein du groupe PSA, mais avant chez Peugeot, puisque c'était la marque Peugeot. Et je suis parti de rien pour finir à la direction du style Peugeot. Donc voilà, c'est tout simple, c'est une carrière un peu particulière, mais c'est une histoire vraiment peu compliquée. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer chez Peugeot, enfin en tout cas... Bon, l'histoire est simple, hein. Bon, j'ai fait une école artistique,
Et puis le directeur de cette école a eu connaissance d'une demande Peugeot. Il m'a contacté, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse d'aller dans l'automobile? Bah, moi j'aimais les voitures, hein, donc bah, j'ai dit pourquoi pas. Et donc j'ai été convié à un rendez-vous à la Garenne-Colombes, aux études Peugeot. Le rendez-vous s'est bien passé. Mes futurs responsables ont trouvé que j'étais sans doute un personnage intéressant, et donc ils m'ont embauché. Donc je suis rentré chez Peugeot, et puis j'y suis resté jusqu'à la sortie, c'est-à-dire jusqu'à ma retraite. Voilà, c'est tout simple. À la Garenne, vous étiez à la Garenne? Alors j'étais à la Garenne, et puis ensuite on a déménagé le style Peugeot pour aller à Vélizy. Et à Vélizy était regroupé donc d'un côté Peugeot et de l'autre côté Citroën. Et quand je suis parti, c'était encore séparé. Donc une direction Peugeot d'un côté, une direction Citroën de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Plouet, qui était le patron du style Citroën, qui est devenu le patron de l'ensemble Citroën Peugeot. D'accord. Donc maintenant, les deux marques sont sous la même direction au niveau du style. Question simple, mais enfin, ou peut-être compliquée. Quelle est la voiture pour laquelle vous êtes le plus fier? Bon, vous savez, il y a beaucoup de voitures qui me restent en mémoire, mais il est vrai qu'il y en a une, parce que c'était la première vraie victoire Peugeot en style automobile, c'est la 205. La 205 qu'on a imaginée au style Peugeot en concurrence avec Pininfarina. Donc Farina faisait ses propositions et nous faisions les nôtres. Et on a eu la chance de séduire notre direction qui a retenu le projet Peugeot. Et plus de chance encore parce que il faut savoir qu'à cette époque-là, la marque Peugeot était au plus bas, ça était pratiquement en faillite. D'accord. Et je me rappelle une anecdote assez particulière. Jean Boileau, qui était le patron de Peugeot à l'époque, est venu au style un samedi matin. Et nous, on travaillait le samedi. On travaillait comme des forcenés sur ce projet de 105. N24, c'était le nom de code. Et donc, on voit arriver Jean Boileau. Alors, c'est le grand patron, hein, vous savez, c'est toujours un peu particulier, une visite de grand patron. Il vient me voir et il me dit Gérard, vous savez, cette voiture-là, si on ne la réussit pas, on est mort. Ah oui. Ça met de la pression quand même. Ah oui. Voilà. Et donc là, on était motivés, hein. Mais cette réflexion-là, ça rentre dans la tête quand même. Il faut réussir, quoi. On travaille, on gagne par rapport à Farina, qui est notre concurrent. On a des tests cliniques, c'était les premiers tests cliniques à l'époque où on faisait venir un panel de personnes qui donnaient leur avis sur le style de la voiture. Et ça commence à venir, on a des résultats de cliniques qui sont très favorables. Et au bout du compte, on commence à croire en ce modèle. Et c'est important. Pourquoi? Parce que une voiture, c'est un investissement. Il faut prévoir un reste à produire, c'est-à-dire une quantité de voitures à fabriquer. D'accord. Pour pouvoir motiver les fournisseurs, pour pouvoir faire ce qu'il faut, quoi, pour pouvoir obtenir une production en rapport avec les demandes de la clientèle. Et donc, le succès qui s'annonçait a quand même incité la direction
à trouver les moyens pour investir dans l'outil de production et faire en quantité des 205. Ouais. Il se trouve que la présentation à la presse, c'est un succès, et que dès les premières sorties de véhicules, ça marche pas si fort que ça, mais ça marche. Et d'un seul coup, avec l'augmentation de la gamme, hein, on sent qu'il y a un engouement. Et on sort la 205 GTI. Ouais, ça. Voilà. Jean Boileau demande à Jean Todt. Quelle année, enfin. À peu près. Ouais, bon, pas grave. C'est vieux. Hein. Ouais. Jean Boileau demande à Jean Todt de faire une voiture de course. Jean Todt, actuel président de la FIA. Oui, c'est genre. Il n'y en a qu'un. Hein. Ouais. Et donc, Jean Todt propose, il nous demande de faire la maquette de la 205 Turbo 16. On fait la maquette au style Peugeot. Ça marche. Lui, il monte son équipe de course. Ils engagent cette voiture-là avec des pilotes de renom. Et ça marche. Alors la mayonnaise prend. En course, ça marche. La GTI, les 205 sont plébiscités. Et effectivement, on en fabrique presque dans les greniers à Sochaux parce qu'on ne sait plus comment faire. C'est un énorme succès. Et donc, on redresse la barre et ça sauve effectivement la marque Peugeot de la faillite. D'accord. C'est comme ça, c'est l'histoire. Donc, cette histoire-là, pour le style Peugeot, c'est une référence et c'est une belle histoire. Ouais. Donc, ouais, vous avez une longue carrière chez Peugeot. Donc, après Peugeot, vous êtes lancé dans la course d'automobile d'endurance. Alors, parlez-nous de. Ouais. Même pas après, pendant même. Non, c'est en parallèle. En parallèle, ouais. C'est-à-dire que la journée, moi je suis à la Garenne-Colombes, au style Peugeot. Le soir, je rentre ici et je travaille sur les voitures de course. Et alors, je travaille sur les voitures de course jusqu'à temps que la fatigue s'empare de moi. Et donc, je vais me coucher, je dors 3 à 4 heures et hop, je repars chez Peugeot. Et j'ai vécu comme ça des dizaines d'années. D'accord. Donc, le jour à la Garenne-Colombes, la nuit et les jours fériés, ici même. D'accord. Du coup, Walter Racing, parlez-nous de Walter Racing. Comment c'est venu l'idée de... Au départ, quand en 60 je rentre chez Peugeot, je rencontre Michel Meunier. Michel Meunier, c'est un dessinateur, il dessinait les moteurs. On se rencontre, lui il courait en rallye, moi j'étais passionné de voitures sportives. Bon, on décide ensemble de travailler sur des projets sportifs et on améliore des 204. Donc coupé 204, lui il se fait un coupé de course et moi je me fais un coupé pour rouler tous les jours. Et puis petit à petit, faire du rallye c'est bien, mais dans ma tête, la vraie compétition, la compétition phare, c'est les 24 heures du Mans. Et donc je propose aux gens qui collaborent à toutes ces histoires sportives d'avoir pour objectif les 24 heures du Mans. Alors tout le monde est d'accord, on fabrique un prototype qu'on engage au Mans en 76. C'est la voiture qui est ici, marquée 76. D'accord. Voilà. Donc cette voiture-là, c'est une GTP conforme au règlement de la CO de l'époque. Et on se trouve en concurrence avec Jean Rondeau, qui lui fait courir des voitures qui s'appelaient Inaltera. C'est une marque de papier peint. D'accord. Et donc Jean Rondeau
lui a fait de la course son métier. Et donc, il fait courir ses voitures et il finit par gagner la course. Donc, c'est exceptionnel. Et nous, on ne gagne jamais. On fait des choses très bien, on arrive 4e avec Guy Fréquelin. Mais 4e, c'est vraiment la plus mauvaise place, quoi, parce qu'on n'est même pas sur le podium. Ouais. Et donc, avec Guy, et puis toujours notre pilote vedette, Roger Danchy. Et on continue. Tous les ans, on amène une nouvelle voiture au Mans, on progresse en performance, jusqu'à la P400, qui est une voiture exceptionnelle, puisqu'elle bat le record en course de la plus grande vitesse de pointe. Et à cette époque-là, on s'aperçoit que ça devient pratiquement hors de portée pour nous. À cause des règlements. À cause du le règlement qui s'est compliqué et le coût de la course c'était exponentiel, quoi. Tous les ans, c'était bon. Et donc on ne pouvait plus suivre. Et on dit il faut qu'on trouve une autre solution. Et c'est là qu'on a arrêté de faire des WM, qu'on a cherché une autre solution et qu'on a créé WR, c'est-à-dire Velter Racing. Michel Meunier, lui, n'étant plus opérationnel avec nous. Ouais. Donc on fait Velter Racing. Et comment arriver de nouveau à courir au Mans? On profite d'une opportunité réglementaire qui nous a permis de faire la voiture que vous voyez en bas, une monoplace de sport. Et c'est avec cette voiture-là qu'on arrive à partir en pole position en 95. Donc ça c'est une belle partie de l'histoire, bien sûr, avec un pilote extrêmement doué, c'était William David. William David, qui était vraiment un surdoué à l'époque. Et puis Patrick Gonin, qui était notre pilote de référence habituel, qui lui piquait au vif parce que William avait pris la tête pendant les essais qualificatifs. Il dit bah alors si lui il le fait, moi aussi, quoi. Donc il fait péter un temps, comme on dit, et il se retrouve à côté de William sur la grille de départ. Les deux WR en tête de la course. Voilà. Ça c'est une belle histoire. Ah oui. C'est vrai. Cheminement. Et du coup, parlez-nous de l'histoire de la P400. Alors la P400, c'est un projet très particulier. Oui. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas se battre contre une Porsche, contre une Jaguar. On n'avait pas les moyens, donc on ne pouvait pas se battre. Qu'est-ce que l'on pouvait inventer pour faire parler de nous et faire une performance hors du commun? Et c'est là qu'est venue l'idée de dire ben on fait un prototype qui passe les 400 à l'heure. Donc ça sera objectif 400. On a lancé ça et la mayonnaise a pris parce que ça impressionnait tout le monde. Et donc on a conçu une voiture capable de le faire. Donc on a énormément travaillé en soufflerie, à Saint-Cyr-l'École. On a fait l'étude complète de la carrosserie en tenant compte de notre expérience et des réalités aérodynamiques qu'il fallait observer, évidemment, pour une telle voiture. Et puis on s'est lancé à corps perdu dans l'aventure. On a essayé, on n'est jamais en avance. Hein, la course, c'est la course en permanence. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais prêt à l'heure,
il vous reste toujours quelque chose à faire. Si la voiture est prête, c'est l'intendance qui ne suit pas. Enfin, c'est très compliqué. Et pour que ça marche, il faut que l'ensemble des paramètres soient réglés de façon harmonieuse. Hein, sinon, c'est la catastrophe. Enfin, on se retrouve sur l'autoroute de Laon, qui n'était pas ouvert au public hein, encore, et avec cette voiture-là, et donc on fait un passage à 317 km/h, on dit ça va pas, on fait des mises au point, on fait pas mal de choses, et puis pour finir, c'est plus 317, la voiture elle est stable à 416. Ah oui. 416 km/h sur l'autoroute. Donc on arrive au Mans, on est sûr de notre coup. Donc tout le monde nous attend. Hein, parce que ça intéressait les gens. C'est un truc fabuleux. Quoi. On fait des essais et la voiture elle avance à toi. Ah mince. Alors on dit mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce qui nous arrive? Roger Dorchy, on lui faisait confiance, c'était notre pilote fétiche. On savait que quand il disait je suis à fond, c'était la vérité. Quoi. Il dit mais je suis à fond et je t'assure ça défile. Hein. Mais ça marchait pas. Et puis les séances d'essai, elles s'écoulent. On n'a toujours pas réussi à faire plus de 400 à l'heure, on n'a pas réussi. Et donc c'était 380, 88, mais c'était pas satisfaisant quoi. Et là on prend le départ de la course, mais entre temps il s'est passé une chose assez incroyable. À l'époque c'était le radar de la gendarmerie qui prenait les vitesses sur les modes des Naudières. Et s'était aperçu qu'il y avait des problèmes avec le radar. En fin de compte, il change le radar et on voit arriver sur les écrans et dans les haut-parleurs le fabuleux record WL 407 km/h. On avait réussi. Mais la voiture, elle avait déjà fait au moins cette performance-là aux essais, oui. Mais le radar ne marchait pas à ces vitesses-là. D'accord. Ah, ça, c'est pour l'anecdote. C'est le comble, quoi. Ouais. C'est pour l'anecdote, voilà. Donc, vous travaillez sur des composants comme l'hydrogène, c'est ça? Alors aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est devenu WR? Oui, c'est ça. Donc WR, c'est une toute petite entreprise où on travaille exclusivement sur les énergies nouvelles. Oui. Alors, que ce soit voiture électrique, on a développé une chaîne de traction électrique qui marche très bien. On collabore avec une entreprise qui s'appelle Symbio Fuel Cell, spécialiste de la pile à combustible. Cette entreprise nous confie l'étude de leur futur matériel et l'étude de l'architecture concernant l'adaptation de leur pile à combustible dans les véhicules. Et puis encore d'autres facettes qui nous permettent toujours dans le domaine des énergies nouvelles, de proposer des solutions autour de l'air comprimé. On travaille pour Veolia sur un véhicule qui marche à l'air comprimé, et là aussi on leur sert de bureau d'études. Donc, en gros, notre activité, c'est une activité de bureau d'études, la semaine, mais le week-end, on reste dans le domaine de la compétition automobile, où on se retrouve tous animés de la même envie, c'est-à-dire retourner au Mans avec une voiture qui fonctionnera au biométhane,
Donc le biométhane, vous connaissez ce gaz. C'est un gaz qui est intéressant parce que, en fait, il est très dangereux pour la planète. Le biométhane, si on laisse s'évaporer, il va percer des trous dans la couche d'ozone. C'est pas bon, ça. Bah non. Hein. Mais, comme de toute façon, ce gaz est un gaz naturel qui se développe à partir de la fermentation des déchets. Oui. Hein, qui soient... comme les vaches, par exemple. Les vaches, enfin, tous les déchets. Ouais. Hein. Donc, plutôt que de le laisser s'évaporer dans la nature, il vaut mieux le capter. Oui. Et s'en servir pour comme carburant dans les moteurs thermiques actuels ou alors alimenter par les réseaux de distribution de gaz, on peut le réinjecter et donc faire bouillir la marmite ou chauffer l'habitat avec ce gaz. Donc utiliser ce gaz comme carburant, c'est rentrer dans un cercle vertueux. Et ça nous intéresse parce que, en fait, c'est l'avenir. Que faire de mieux aujourd'hui que d'utiliser l'essence, le pétrole, hein, tout ce qui est carboné. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à maintenant. Mais quand on pense planète, un peu écologie, il faut bien en parler, on voit que le biométhane est certainement une des meilleures solutions. Parce que utiliser nos déchets pour en faire de l'énergie susceptible d'alimenter des moteurs thermiques, des avions, des bateaux, c'est vraiment très bien. Et en plus, zéro émission. Ça, c'est vraiment une force de cette technologie. Alors, le biométhane gaz, il est déjà utilisé, mais c'est sans doute pas la meilleure solution. Nous pensons, nous, à utiliser du méthane liquide et à l'injecter liquide dans la tubulure de l'admission du moteur. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est très froid, on est à moins 180 degrés. Ça veut dire que la colonne gazeuse qui va arriver dans la chambre va être très froide, donc l'air très contracté. Donc on augmente la force de l'explosion, parce qu'on a plus de volume que dans un moteur normal. Et en cascade, on augmente le rendement global du moteur. Donc avec cette technologie-là, on veut faire rouler une voiture au Mans pour faire la démonstration que on est pratiquement à égalité avec de l'essence ou du gasoil. Et c'est ça qui est important. Ouais, ce serait une révolution quelque part. Alors c'est une révolution parce que on est quand même dans une technologie qui n'existe pas, qu'il faut développer, et qui est relativement coûteuse à développer, évidemment. Donc nous avions prévu d'être en 2017 et nous étions tenus par la CO pour le 56e box. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le financement à hauteur de nos espérances aujourd'hui. Donc nous sommes obligés de décaler à peut-être 2018 ou 2019. Mais nous ne lâchons pas l'affaire. On veut absolument arriver à faire marcher nos moteurs thermiques avec ce métal liquide.